La question de savoir ce qui se mobilise de ressources existantes ou de ce qui s'invente, j'ai une question là-dessus. Sur ma première question, pardon, qui n'est pas très claire sur temps historique et temps perçu, quels sont pour vous les moments transformateurs, les événements transformateurs? Est-ce que c'est, par exemple, sur la Tunisie, il y a 3 interventions télévisées du président Ben Ali, il y en a, je crois 3 ou 4, je ne sais plus. Est-ce que ça compte? Est-ce que ça produit quelque... Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a un ensemble de coups qui sont joués, il y a des coups dans l'eau, des coups d'épée dans l'eau, comme on dit. Il y en a d'autres qui produisent quelque chose. Donc, qu'est-ce qui fait que... Voilà, c'est un peu ça qu'il faudrait remettre un petit peu... Voilà. Enfin, j'aurais une question, mais c'est une question totalement ouverte, mais j'ai eu l'impression en vous lisant qu'il y avait une réponse quand même, sur les relations entre répression et mobilisation. C'est-à-dire qu'en gros, je l'ai dit tout à l'heure, la littérature, c'est même pas la peine d'aller la voir, vous n'aurez pas de réponse, c'est une chose et son contraire, d'un auteur à l'autre, d'un cas à l'autre, etc. Donc on n'en sait rien. Sauf que, à vous lire, et ailleurs aussi, on trouve quand même une chose qui revient assez fréquemment, à savoir que lorsque la répression s'accompagne de concessions, c'est-à-dire lorsqu'un régime en même temps réprime et concède, alors il est cuit. C'est-à-dire, alors ce n'est pas une loi évidemment, mais alors il est cuit, ça veut dire que bien souvent, et c'est le cas ici, lorsque vous cédez d'un côté, vous dites oui on va faire des réformes, et en même temps vous tapez, eh bien, vous produisez des images de violence qui vont alors là pour le coup avoir l'effet d'avoir des effets surgénérateurs, mais parce qu'ils s'associent à des concessions, et donc ce que vous faites apparaît à la fois sur le volet de la répression comme de la concession, comme un aveu de faiblesse. Et l'aveu de faiblesse, évidemment, en situation révolutionnaire, là, ça coûte un peu cher. Voilà. Donc ça, c'est voilà, une question que j'ai. Est-ce que je vous ai bien lu de ce point de vue-là, ou bien est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est plus compliqué? Il y aurait une autre question subsidiaire, après je m'arrête, sur ce qu'on appelle le bandwagon effect en anglais, c'est-à-dire, comment dire, c'est l'effet d'entraînement que l'un ou l'autre, je ne sais plus, l'un des deux mobilise, à savoir que ce qui fait qu'une mobilisation s'étend, qu'on passe de la révolte à la révolution, donc ça prend de l'ampleur, c'est en gros, c'est pas de l'imitation, c'est pas de la contagion, c'est le fait de savoir que d'autres y vont à la manifestation, se sont engagés dedans, et que peut-être on va y arriver, vous amène par des ressorts assez faciles à comprendre, à vous engager vous-même. Hein. Et je crois que le dernier exemple que tu donnais dans ta présentation et que tu avais aussi dans ton papier, et ce sont des illustrations tout à fait précises, en quelque sorte, hein, sur des cas de ce bandwagon effect qu'on va trouver aussi dans les théories du choix rationnel, mais sur un mode A et B entraîne C. Voilà. Donc je ne sais pas si vous avez des choses à répondre, mais peut-être un petit peu quand même. Bon, t'en choisis une? Parce qu'il y a beaucoup de questions, j'ai le droit à une seule réponse. Non, mais la salle a plein de questions. Mais si on passe aux questions. Oui, c'est très bien, j'en prendrai acte. La première remarque en forme de critique, c'était est-ce que j'ai insisté sur le GTT comme facteur, point d'interrogation de sectorisation, dans le cadre de ma question sur comment le processus révolutionnaire. C'est un choix. J'aurais pu parler du mouvement démocratique, des partis politiques, de la société civile indépendante. Je pense qu'ils sont moins importants. C'est des choix. Mais si on devait être plus précis, et je le suggère par exemple, je parle de ces partis d'opposition. L'État, oui, mais alors là, lequel, où et comment, c'est compliqué. Par contre, et je n'ai pas eu le temps de le développer, le parti hégémonique, l'ancien parti administration, joue des rôles très importants dans la compréhension des différentes protestations, des différents foyers de protestation selon l'identité qu'il a, lui, par rapport aux populations, etc. Donc bien sûr, c'est un niveau de précision qui est autre, dans lequel je ne rentre pas aujourd'hui. Et justement, pour me débarrasser d'une lecture un peu trop macro sur l'État, la réforme néolibérale, etc., je parle de la réforme néolibérale de la Compagnie des phosphates de GAFSA et de ses effets précis concernant la protestation de 2008, par exemple. On va parler de la répression après. Parce qu'on en parlait tout à l'heure et la question m'intéressait sur... Aïe. C'est pas grave. Donc, sur la question du temps vécu et du temps perçu, et c'est vrai que ça m'avait frappé quand j'étais sur la place, si je gardais en tête... On m'entend comme ça? C'est bien, super. En fait, l'idée, c'est de ne pas être entendu. Mais... Donc, en reprenant en compte l'idée de comment les perceptions des acteurs ont une influence sur la manière dont ils vont agir et comment en retour ces perceptions jouent sur le contexte. Comment dans ce type de moment
il y a une volatilité des perceptions et comment est-ce qu'on peut dans le même moment, c'est-à-dire que le jour avec l'attaque des dromadaires par exemple ou d'autres moments, on va dans la même demi-heure, dans la même heure avoir des grandes montées d'espoir et se dire on va y arriver et juste après avoir des espèces de désespoir total. Et alors, mais ça demanderait une lecture très fine et un travail très attentif. Et c'est vrai que le problème principal, je vais me dédouaner, mais c'est que quand on est dans ce genre de situation, on essaie d'observer les acteurs et d'observer les pierres qui nous tombent dessus. Donc c'est assez difficile à mener comme travail. Ce que je disais, c'est un des moments qui ne sont pas évidents en tant qu'observateur parce qu'il faut observer l'acteur et les pierres qui nous tombent dessus. Et donc, il y a un problème de ce point de vue-là. Mais moi, c'est un truc que j'ai remarqué, mais je n'avais pas. C'est pour ça que même je l'ai pas traité, parce que j'arrivais pas encore à le mettre sur papier de manière. Et d'où j'avais fait la différenciation entre temps chaud et temps froid, parce que temps chaud avait une dynamique particulière qu'il faut prendre en compte. Voilà, la répression, je la laisserai. On fait passer. Alors, s'il y a des questions dans la salle. La réforme. Je voulais remercier Émile pour la présentation de la Tunisie et puis ça m'avait vraiment beaucoup intéressé. Et la question que je me pose, c'est que est-ce que l'effet aussi, vous avez traité de deux quartiers, Al-Amnif et de Bejdid, est-ce que le fait aussi le quartier lui-même, en tout cas l'historique du quartier, peut avoir aussi une influence un peu sur le... La question sur les deux quartiers populaires et leur histoire politique, on va dire. Cha'bia à Hamamnelf, et non pas Hamamnelf entière, qui est trop grande pour cette observation-là. Cha'bia est un quartier... Cha'bia est pas loin du stade de Hamamnelf. Cha'bia est comme son nom l'indique, la populaire, c'est un quartier relativement paupérisé par rapport à l'autre côté de Hamamnelf. Cha'bia, les jeunes garçons avec lesquels que je côtoie depuis longtemps, que je connais et sur lesquels j'ai travaillé pendant ce moment-là, ont pratiquement tous dans leur famille quelqu'un qui a été soit à Nahda, soit dans les générations avant en prison, mais ne sont pas du tout, je n'ai pas l'impression que ça ait une importance dans leur passage à l'acte dans ces moments-là. Alors bon, on peut lier, on peut poser cette question-là. Et puis, le problème, c'est que pourquoi alors à Bebjdid? Parce que Bebjdid, les garçons sur lesquels je travaillais, il n'y en a aucun qui avait un lien direct avec les événements qu'il y a eu en 78, j'y ai pensé bien entendu, où il y avait des syndicalistes importants dans ce coin-là. Il n'y en a aucun qui aurait dans leur famille, donc dans leur trajectoire familiale, quelque chose qui soit lié à cette politisation dans la contestation en 78. Finalement, peut-être qu'encore une fois, c'est l'histoire du rapport au sport, en tout cas dans leur biographie à eux, qui est importante. Parce que, j'ai oublié de le préciser, je le précise un peu dans le texte, Bebjdid, c'est le quartier du club africain, un des deux grands clubs de Tunis. Ces garçons-là, ils sont chômeurs, je le disais, pour la plupart. Certains sont un peu étudiants, vivent de menus débrouilles dans la journée. Mais leur semaine est organisée à hauteur du club africain. Le club africain est investi à sa tête par des franges de famille, de Ben Ali. Enfin, c'est très compliqué. C'est une arène de pouvoir particulière, le football en Tunisie et ailleurs. C'est là-dedans qu'il y a quelque chose à chercher pour les garçons de Bebjdid. Donc voilà pour... bon, là, c'était l'exercice qui voulait que cette comparaison entre ces deux quartiers... les caractéristiques de classe. Question très compliquée à laquelle je ne pourrais peut-être pas répondre aujourd'hui. Quand j'essayais de faire la cartographie, la carte politique des protestations depuis 2008 en Tunisie, c'est un paragraphe qu'Olivier Fiel n'a pas aimé, qu'il a d'ailleurs étendu à 2 pages, alors je ne pense pas que ce soit un paragraphe, où je dis qu'en regardant de 2008 à 2010, ces protestations avant la Révolution, ces révoltes avant la Révolution, on se rend compte que les foyers, et qui sont à échelle parfois quasiment régionale, de ces protestations importantes, ce sont quand même les parties de la Tunisie les plus paupérisées. Ça ne veut pas rien dire. Le bassin minier de Gafsa, la région de Sidi Bouzi, de Gasrine, Tella, la frontière avec la Libye, avec Ben Guerden, même si c'est plus compliqué que ça, ce n'est pas le cœur du miracle économique, comme on disait, comme on dira, j'espère plus,
de la Tunisie, du littoral, de la Tunisie de Sfax, de Tunis, etc. Donc, bon, là, en termes territorial, il y a quelque chose qui, de manière grossière, se confond. Pas quelque chose de classe, parce que c'est plus compliqué que ça. Disons qu'il y a dans ces zones-là des gens plus pauvres que dans d'autres régions. Il se trouve que c'est eux qui se mobilisent. Parfois, pas toujours. Les jeunes prolétarisés, c'était... bon, c'est des formules qui vous renvoient peut-être à des choses que je ne maîtrise pas, mais ça veut dire quelque chose pour moi. Quand j'observe les jeunes du bassin minier de Gafsa, ce sont des gens qui doivent travailler de manière plus ou moins informelle, illégale, précaire, temporaire, contractuelle, dans la compagnie, enfin non pas directement dans la compagnie des phosphates, mais autour dans les sociétés de sous-traitance. Et ça, c'est une histoire particulière. C'est l'histoire de la réforme néolibérale de la compagnie de Gafsa depuis 1985. C'est l'histoire de la disparition de 10 000 emplois dans le bassin minier. Et dans c'est donc, bon, voilà, c'est par rapport à tout ça que, bien entendu, il y a des trajectoires socio-économiques régionales, territorialisées, très particulières par rapport à la structure socio-économique qu'il y a, par rapport au rapport entre le parti, entre des communautés politiques, des ethno-tribales parfois. Donc l'argument classe ne fonctionne pas tout seul, mais il est effectivement un des ingrédients compréhensifs de ce qui s'est passé. On ne manifeste pas d'ailleurs, je n'insiste pas suffisamment dans ce papier, je le ferai, de la même manière, et ça a été très visible dans les jours, dans la montée en généralité et dans la montée à Tunis, quand on est classe moyenne éduquée de Tunis et de la banlieue nord de Tunis, et le campement des gens qui sont montés de l'intérieur du pays sur la place du gouvernement. Ce n'est pas les mêmes manières. Et puis d'ailleurs, après l'apothéose du 14 janvier et des quelques jours qui ont suivi, du consensus sur dégage, alors le dégage a bougé, dégage Ben Ali, dégage Ranouchi, dégage RCD, on ne met pas la même chose très vite. Et les gens de Sidi Bouzi, de Tel, les gens aujourd'hui de Metlaoui dans le bassin minier ne mettent pas du tout la même chose. Il y a des gens qui sont jusqu'au boutistes, enfin bon, c'est compliqué, c'est sûr, de jusqu'au boutisme, mais ne mettent pas la même chose. Bon bref, donc on était dans un panorama global, mais il y a évidemment des choses là-dessus. Je ne vais pas monopoliser la parole. Comment les jeunes passent aux politiques? C'était une question importante, mais très compliquée. Donc, alors, d'abord, la question d'Aimon. Si je ne me trompe pas, c'est lui qui m'a posé la question. Oui. Donc, qui était camarade de protestation à Tahrir. Alors, oui, en effet, il y a une séquence très précise. Et encore une fois, c'est cette fameuse séquence à chaud qui est très importante dans la mobilisation par la suite, qui va entre le discours de Moubarak, le deuxième discours de Moubarak, donc l'arrivée des pro-Moubarak le lendemain, la journée très sanglante toute la journée, mais qui commence à faire les premiers chiffres de morts de manière importante, et la nuit qui suit cette journée, c'est la fameuse nuit où tout est bouclé, les gens arrivent et tirent sur les personnes et en bouclant toutes les entrées, les communications, etc. Et qui donne la première... comment dire, on commence vraiment à parler des martyrs, à avoir ce monument aux martyrs au centre de la place, et autour de ça se recrée une mobilisation. Après, de toute façon, la mobilisation avait une espèce de... je ne sais pas comment je devrais dire, mais un mouvement pendulaire, parce que moi, le jour où je suis parti du Caire, c'est le 5 ou le 6 février. Je me souviens, le 7 février, j'étais à un séminaire à Paris, et je disais, moi, je pense qu'il ne va rien se passer, ça c'est en train de se calmer, j'étais en train de perdre espoir totalement, parce que ça allait et ça venait de manière très importante. Et c'est vrai que dès qu'on sortait de la place Tahrir, c'était assez impressionnant de voir que les voitures roulaient normalement, que les gens ils disaient bon, vous autres les jeunes de Tahrir, il y en a marre, on veut un retour au calme, on veut le retour de la police, etc. Donc la séquence a été cruciale, cette séquence-là qui va entre le deuxième discours de Moubarak et la suite, et donc le grand vendredi, parce que tout se jouait sur ce vendredi-là. On s'est dit, s'il y a beaucoup de gens ce vendredi-là, ça veut dire que la mobilisation continue. S'il n'y a pas, et ça c'était une réelle crainte des gens sur la place, est-ce qu'il y aurait des gens vendredi? Et quand vendredi on se retrouve avec plus d'1 million de personnes, donc là, ça repart. Ensuite, il y a encore ce mouvement mardi, vendredi. Donc à chaque fois, c'est la même chose. Il y a moins de gens la veille. Le lundi, personne ne vient parce qu'ils se préparent à venir le jour J. Et donc ceux qui sont sur la place se disent, bon, bah, c'est foutu pour nous parce que les gens ne vont pas revenir. Et donc il y a ce va-et-vient entre
des périodes où il y a beaucoup de gens et des périodes basses qui jouent un rôle important. Mais alors c'est sûr que les moments de discours de Moubarak devraient être en eux-mêmes analysés parce que ça a été des moments très importants. Moi j'en ai assisté un sur la place et les deux autres, un à Lausanne et un dans un appartement en centre-ville. Et c'est sûr que les réactions des gens autour, c'est de vrais moments générateurs de « on va continuer ». Donc ça c'était par rapport à cette question.